E proseguiamo nella nostra sessione di interviste. Abbiamo qui con noi il professore dell'Università di Losanna, Patrick Claes, storico dello sport e dell'olimpismo. Grazie per essere qui con noi. Grazie. Grazie del suo tempo, soprattutto perché lei sarà protagonista proprio a breve di un panel fondamentale, quello sulla geopolitica della competizione. Sarà accompagnato dal docente Francesco Bonini, rettore anche dell'Università LUMSA, e discuterete un tema fondamentale, ovvero quello di come si sta riposizionando l'Europa nella mappa mondiale, ma soprattutto calata nell'ambito sportivo. E per l'appunto capiamo questo binomio fondamentale tra politica e sport. Qual è l'ultima volta, a suo giudizio, a livello storico, che la politica è entrata a gamba tesa nello sport? Bonsoir et merci. Le sport et la politique sont unis main dans la main depuis l'origine des sports modernes au XIXe siècle. En vérité, il y a une spécificité du sport dans la mesure où d'abord, c'est une pratique culturelle qui met en scène les corps. Et les corps physiques sont identifiés aux corps nationaux, ce qui fait que les puissances d'État projettent sur les équipes nationales, sur les champions, ils projettent leurs univers diplomatiques, leurs envies de puissance, et ils font ce qu'on appelle du nation branding. Ils essaient de faire que leur État soit promu au rang plus élevé des nations. Et l'investissement des sports est dans le champ des relations internationales culturelles un élément singulier parce que, comme le dit mon collègue Bob Edelman, Université de Californie, Los Angeles, qui est aussi historien du football et du RSS, le sport est the hardest of a soft power and the softest of a hard power. C'est-à-dire que dans le champ des échanges culturels, il y a un engagement corporel des athlètes et des équipes qui fait qu'on a des chocs physiques, qui sont des chocs entre nations, qui sont d'un niveau qui approche celui du hard power. Mais on reste quand même dans les règles du jeu. Et donc il y a des limites qu'on ne peut pas franchir sur le stade, ce qui fait qu'on bascule dans le niveau inférieur qui est plutôt celui de l'influence culturelle ou de la diplomatie culturelle. Ça, c'est la spécificité du sport. Après, les grands événements politiques et de relations internationales du sport, ça a été l'exclusion des États qui avaient été déclarés responsables de la Première Guerre mondiale. Ils sont exclus des compétitions olympiques après la Première Guerre mondiale. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche. C'est vrai aussi après la Seconde Guerre mondiale pour l'Allemagne. Et non pas pour l'Italie en l'occurrence, puisqu'elle est censée s'être libérée elle-même de Mussolini. Et puis surtout, c'est ce qu'on appelle la guerre froide sportive, où là, on a des chocs athlétiques et sportifs d'une virilité supérieure, soit en hockey sur glace, soit en basketball. Et on est peut-être revenu aujourd'hui à un nouvel âge qui n'est pas exactement la guerre froide, mais qui est le choc entre, d'un côté, les démocraties libérales et de l'autre côté, les régimes autoritaires. Et le sport est redevenu un lieu d'affrontement. Appunto, sono tante le tappe storiche che hanno caratterizzato questo stretto rapporto. Mi viene in mente proprio della storia recentissima il caso del soft power dei giochi di Pechino, delle Olimpiadi di Pechino, però per l'appunto, ecco, tracciare questa linea del tempo è importante anche per arrivare ai giorni nostri e per farle quest'ultima domanda prima di salutarla rispetto alla questione, anzi a una nota del Comitato Olimpico Internazionale che per l'appunto nel 2022 ha inviato una viva raccomandazione a tutte le federazioni mondiali di non invitare atleti russi e bielorussi. Ecco, il ruolo però del comitato come si è evoluto? Perché effettivamente una dichiarazione del genere è forse molto degna di nota, anche forse controtendenza. C'est une grave question à aborder à l'ambassade de France. Je vais le faire en universitaire, en historien, de mise à distance, effectivement aussi de l'institution olympique, du Comité international olympique, qui est un acteur politique lui aussi, qui est un acteur des relations internationales, qui a une vision du monde, une Weltanschauung, comme disent les historiens allemands,
qui pense qu'on peut opérer la rencontre des nations du monde sur le stade de manière pacifique. Donc c'est largement un mythe olympique, une forme de légende d'échelle globale, d'ambition globale, que l'on peut imaginer comme un avenir radieux pour l'humanité, notamment pour les jeunesses du monde, mais qui est sans cesse ramené à la réalité du monde contemporain. Et donc le CIO se retrouve devant ce que le président du CIO, Thomas Bach, l'allemand, appelle lui-même un dilemme. C'est-à-dire que si on accueille aux Jeux de Paris 2024 les athlètes russes et biélorusses, et que les athlètes ukrainiens donc ne viennent pas, on aura finalement des jeux singuliers qui sont censés être des jeux de la paix, où les athlètes d'un pays en guerre participent aux compétitions et les athlètes d'un pays qui a été agressé militairement n'y participent pas. Donc c'est cette équation que le CIO ne peut pas résoudre parce qu'il n'a pas lui-même suffisamment travaillé la dimension pacifiste de son projet. Le CIO, pour se libérer de toute contrainte vis-à-vis des États, devrait avoir la même politique vis-à-vis des États belligérants, c'est-à-dire qu'il devrait systématiquement les exclure des Jeux Olympiques. Or, lui-même pratique une double morale, c'est-à-dire qu'il a toujours une position très diplomatique au sens où il pèse, il prend la mesure du poids des nations. Et pour lui, la Russie, l'empire sportif de la Russie pèse beaucoup plus que l'influence de l'Ukraine. Donc dans un premier temps, il s'est aligné sur la communauté internationale en demandant aux fédérations internationales effectivement de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses et leurs dirigeants d'ailleurs à participer aux manifestations sportives internationales. Mais dans un second temps, il vit aussi sous la pression du soft power sportif russe. Et les Russes sont extrêmement influents dans au moins 7 fédérations internationales qu'ils contrôlent. Et ils sont aussi en train de créer une sorte de pacte anti-olympique à l'échelle mondiale en s'alliant avec la Chine, l'Inde, certains pays d'Afrique et même d'Amérique latine aujourd'hui. Et la proposition du ministre des Sports de Poutine, Oleg Matitsin, hier, c'était de créer des friendly games qui réuniraient, juste après les Jeux de Paris, toutes les nations du monde qui sont du côté de la Russie en quelque sorte. Donc on risquerait d'aboutir à un éclatement de la planète des sports, avec d'un côté des Jeux Olympiques qui accueilleraient plutôt les athlètes des démocraties, et de l'autre côté des Jeux de l'amitié qui ont déjà existé en 1984, au moment où les soviétiques avaient boycotté les Jeux de Los Angeles, qui rassembleraient les athlètes des pays non démocratiques. Et pour le CIO, c'est un véritable drame, parce qu'il se retrouverait dans une situation qu'il a déjà vécue à plusieurs reprises dans son histoire, où il n'arriverait pas à réunir la communauté des nations sportives. Donc voilà quel est l'enjeu aujourd'hui pour le CIO.